Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Le Cuir, ma nouvelle chaîne YouTube que je suis ravi de lancer aujourd'hui avec cette première vidéo. Voilà, ça fait quelques temps que j'en parle autour de moi, enfin je me lance avec une première vidéo qui va être dédiée à la saison qui vient de se dérouler à Manchester United, qui est mon club de cœur, voilà. Et voilà, l'idée c'est de revenir un petit peu sur la saison, voir un petit peu quelles ont été les causes de ce fiasco sur lequel on va revenir ensemble. Et également, voilà, préparer un petit peu, voir ce qui se présage pour la saison suivante. Et donner quelques éléments, revenir sur quelques moments clés de la saison. Voilà, pour info, moi j'ai fait le choix délibéré de pas me faire de traces, de pas avoir de script pour la vidéo. Vous me direz en commentaire si jamais vous trouvez que voilà, ça gagnerait à ce que j'en fasse un ou pas. Donc dans l'ensemble, la chaîne va être de toute façon consacrée au football dans un premier temps en tout cas. En faisant des petits podcasts comme celui-ci sur des clubs déterminés, éventuellement revenir sur des récompenses individuelles, revenir sur des saisons individuelles de certains joueurs, faire des classements, faire potentiellement des quiz, voilà, en fonction du format que je choisirai pour les prochaines vidéos, que ce soit en live ou autre. Et voilà, donc sans plus tarder, on va passer à notre première vidéo. Saison 2021-2022, Manchester United, c'est parti. Alors pour commencer cette vidéo donc de retour de récap sur la saison de Manchester United 2021-2022, il faut s'intéresser un petit peu à ce qui s'est passé avant, revenir en arrière sur voilà, voir la dynamique de l'équipe, à savoir que depuis l'arrivée de Bruno Fernandes à l'hiver 2020, on était vraiment revenu sur un collectif vraiment cohérent, avec Bruno Fernandes qui s'était installé un vrai patron du jeu, plaque tournante du milieu de terrain, créateur offensif hors pair, aussi bien scoreur que passeur, et un dynamisme, une créativité offensive qui était vraiment très intéressante. Manchester United avait fini la saison 2019-2020 post-Covid, meilleure équipe d'Europe il me semble, avec du coup un nombre de points accumulés sur la deuxième partie de saison énorme, quasiment optimal, ce qui leur a permis de coiffer au poteau Leicester City, on s'en rappelle. Et donc avec une 4e place significative de qualification pour la Ligue des Champions, ce qui remettait Manchester une fois de plus dans la peau d'un réel candidat à des places européennes et enfin l'image d'un favori dans les compétitions dans lesquelles il concourait. Donc voilà, ce qu'on constate vraiment depuis l'arrivée de Bruno Fernandes en 2020, c'est une équipe en phase ascendante en termes de performance, en termes également de rayonnement du club à l'extérieur. Forcément, quand on revient en Ligue des Champions, quand on a fait partie du top 4 à nouveau en Première Ligue, forcément ça fait plus parler et ça impressionne plus les adversaires au moment de les retrouver sur le terrain, forcément, et également dans l'imaginaire collectif des gens, Manchester United, qui était devenu un petit peu la risée des médias, la risée des amateurs de foot depuis certaines années, depuis le départ de Alex Ferguson notamment, qui a vu lui succéder David Moyes, Ryan Giggs même comme intérimaire, José Mourinho avec lequel ça n'avait pas fait, même s'il avait gagné 3 trophées pour le club. Manchester n'était pas encore revenu à un vrai standing de son rang, et en même temps en termes de jeu c'était vraiment dégueulasse, avec des matchs sans créativité offensive, très peu d'occasions, on jouait vraiment à la sécurité derrière. C'était un petit peu la signature de la patte Mourinho, la signature Mourinho, mais c'est pas forcément l'éclat d'antan qu'on pouvait encore respirer de la part du club. Donc depuis l'arrivée d'Ole Gunnar Solskjaer, il y avait vraiment eu une modification, une métamorphose à la fois du jeu, de l'état d'esprit des joueurs qui vraiment avaient l'air d'avoir trouvé leur place dans le collectif. Donc on avait une équipe qui était devenue vraiment affirmée et prête à jouer les premiers rôles. Si on revient en chiffres sur la saison précédente,
Manchester United est une équipe quand même qui se crée énormément d'occasions. Elle était 3e meilleure équipe en termes de nombre de grosses occasions créées. Deuxième meilleure attaque avec 73 buts, une différence de but de plus 29, ce qui était quand même significatif. Et une défense voilà, qui était pas encore celle des belles années 2008-2009 avec Vidic Ferdinand, la fameuse charnière légendaire. En revanche, on commençait à retrouver de la stabilité à l'orée de la saison 2021-2022. Combiné à ce renouveau collectif, à ce jeu, ce jeu offensif, une vraie image positive au niveau du club, le mercato estival à Manchester United a vu arriver un ancien. Est-ce qu'on a vraiment besoin de le rappeler? Monsieur Cristiano Ronaldo de Santos Aveiro est revenu au club. Voilà, donc l'enfant chéri des supporters de Manchester United a pu avoir à nouveau sa chanson entonnée dans les travées d'Old Trafford avec un transfert à 15 millions d'euros, ce qui n'était pas monstrueux. Alors, il y avait eu un espèce d'un broglio autour de cette arrivée, puisque la veille même, pas mal de médias avaient colporté des rumeurs qui le faisaient voyager chez le voisin Manchester City, ce qui était, alors, pour ma part, absolument inaudible et j'imagine pour l'ensemble des supporters de Manchester United, une nouvelle qui n'était pas du tout admissible. Au final, le lendemain, l'arrivée à Manchester United, plutôt le retour à Manchester United de Cristiano Ronaldo, a été annoncé officiellement, ce qui était attendu depuis plusieurs années par les supporters, ce qui est aussi également un indice de plus d'un club et d'une superbe retrouvée, puisqu'on a quand même un des meilleurs joueurs de tous les temps, régulièrement classé Ballon d'Or, qui revient au club. Et forcément, c'est toujours une valeur sûre en termes de scoring. Et d'un point de vue marketing, sportif, a priori, tout est gagnant. Une autre arrivée marquante, et non des moindres, celle de Jadon Sancho, qui avait été formé à Manchester City, qui a passé quelques années du côté de Dortmund en Bundesliga, qui a vraiment brillé là-bas, qui s'est affirmé parmi les étoiles montantes du football européen. Un jeu très offensif, extrêmement technique, une belle intelligence de jeu. Pour un transfert significatif à hauteur de 85 millions d'euros. Bon, on n'est pas encore à la hauteur de l'arrivée de Harry Maguire, mais c'est quand même une arrivée notable, un montant investi quand même pas négligeable sur un jeune joueur qui venait juste de perdre en finale de l'Euro avec un penalty raté. On se rappelle, il était dans les fameux 3 joueurs à avoir manqué leur tir au but et qui ont dû subir quelques critiques absolument déplorables. Et en complément de ça, on savait que la défense de Manchester United, on en parlait tout à l'heure, ça s'était un petit peu solidifié. En revanche, on était toujours en recherche d'un complément à Maguire, qui était en tout cas le patron supposé de la défense de Manchester depuis son arrivée. Que ça soit Victor Lindelof, Eric Bailly, Axel Tuanzebe également quand il a eu sa chance. Ils n'ont pas forcément tellement convaincu, pas tellement donné d'assurance. On recherchait un deuxième défenseur central pour compléter la charnière de Manchester United, qui voilà, un champion du monde français, multiple champion d'Europe, Raphaël Varane, pour la bagatelle de 40 millions d'euros. Et avec ce trio-là d'arrivée, on avait quand même vraiment la perspective d'une attaque performante, créative et en même temps très efficace avec Cristiano Ronaldo, et en même temps une défense vraiment solidifiée avec une valeur sûre. A priori, Raphaël Varane, voilà, on ne le présente plus, il a tout gagné, donc c'est vraiment Monsieur Champions League Varane, comme le disent certains. Et les standards à l'horizon de la saison à venir étaient vraiment a priori au beau fixe. On pouvait s'attendre aux meilleurs résultats, aussi bien d'un point de vue collectif que personnel pour certains joueurs qui potentiellement, voilà, Bruno Fernandes, il confirmait son niveau de jeu de la saison d'avant avec un joueur comme Cristiano Ronaldo à qui il suffit de mettre un ballon dans la surface et il le convertit en but. On pouvait se dire que au classement Ballon d'Or, il allait y avoir des poussées vertigineuses qui allaient emmener certains joueurs vraiment sur un statut affirmé. Côté départ maintenant,
avant la saison 2021-2022, on a quand même quelques départs. C'est pas forcément significatif, voire parfois ça soulage un petit peu le vestiaire de joueurs qui finalement n'ont pas apporté vraiment satisfaction. À savoir Anthony Martial qui se fait prêter au FC Séville. Donc voilà, on se soulage un petit peu de Martial qui commençait à faire sentir sa peine et à traîner son spleen sur le banc de touche. Parce que d'un point de vue de la performance strictement entendue, effectivement, il n'était pas non plus au top, il ne marquait pas suffisamment. Voilà, c'est un peu. Alors personnellement, j'ai tendance à le qualifier un petit peu d'intermittent du spectacle, à savoir qu'en fait, on avait le sentiment qu'il s'investissait et qui vraiment produisait de l'effort. Un match sur 3, grosso modo, ce qui n'était vraiment pas du tout du standing d'un club comme celui qu'est Manchester United. On a également plusieurs prêts. On a Brandon Williams qui se fait prêter à Norwich. Axel Tuanzebe qui part se faire prêter dans le premier temps à Aston Villa, deuxième partie de saison à Naples, et également le départ de Daniel James qui a été vendu pour un tout petit peu moins de 30 millions d'euros, et ce qui représente une petite plus-value à la vente pour Manchester United. Donc voilà, c'est toujours bon à prendre. On perd pas grand-chose et a priori on gagne beaucoup du côté des arrivées. Donc normalement, si on suit la pente ascendante qui était perceptible depuis 2 saisons grosso modo, logiquement c'était une équipe qui pouvait jouer les premiers rôles en première ligue et avec normalement des chiffres en attaque très intéressants et potentiellement une défense de fer. Maintenant, à l'heure de faire le bilan en fin de saison au mois de mai 2022, le bilan est juste dramatique. J'en souris, mais c'était vraiment atroce toute la saison. Niveau de la production offensive, c'était pas du tout à la hauteur des attentes. On a eu seulement 57 buts qui ont été marqués côté Manchester United, ce qui est vraiment pas énorme. Je vais même pas donner leur classement d'équipe au niveau du nombre de buts marqués parce que c'est juste pitoyable. Au niveau défensif, combien de fois on s'est foutu de la gueule de Harry Maguire, mais à juste titre, parce que de tous les côtés, c'est n'importe quoi. Quand t'as ton capitaine qui se fait rétrograder, qui se fait arracher le brassard de capitaine en milieu de saison, c'est qu'a priori vraiment, c'est juste une bouse quoi. Et donc on a in fine des résultats qui sont vraiment dégueulasses. Une 6e place en championnat, et encore. Franchement, on peut s'en réjouir et on peut remercier fortement Brighton d'avoir tout donné le dernier match pour battre West Ham. Sinon, on était quoi? On était 7e. On avait Manchester United 7e qui jouait même pas la Ligue Europa. Et donc, en fait, typiquement, une saison à venir quasiment sans dimension européenne. Ce qui est vraiment pas imaginable en fait au début de la saison. Si on compare par rapport à tout ce dont on a parlé juste avant. En fait, on a l'impression que c'était l'ombre du potentiel qui se présentait. Donc on a en fait un nombre de buts encaissés, 57 buts encaissés, qui est égal au nombre de buts marqués, ce qui est très pauvre. On parlait tout à l'heure des occasions créées. Là, la saison passée, on était à 94. Là, on descend à 81, ce qui représente une 5e place, au niveau national. Moins 13 du coup dans la musette. Et globalement, quand on regardait Manchester cette année, on se faisait chier. On regardait les matchs. D'habitude, les saisons passées, on attendait à Manchester-Norwich. On se disait que ça allait faire 5-0. On regardait à Manchester-Aston Villa. On se disait qu'ils allaient se faire claquer le cul. Au final, cette saison, on regardait Manchester contre Brighton. Et ben on n'était même pas serein, quoi. Enfin, clairement, moi j'étais devant mon canapé, je tremblais, je me disais mais combien on va prendre? Alors qu'on joue contre une équipe de milieu de tableau quoi. Donc c'est une équipe correcte mais sans plus. Normalement quand tu es Manchester United, tout ce qui est en dessous du top 6, c'est au moins un point. Et encore, si tu as un point, c'est vraiment que voilà, t'as pas eu de réussite. Mais normalement le jeu est là. Tu dois normalement marcher sur l'adversaire en termes de possession. Et dans les duels, voilà, tu dois leur rappeler que c'est toi le gros et te faire respecter. C'était pas du tout le cas toute la saison.
Et globalement, si on peut, voilà, si on doit donner un qualificatif à cette saison, c'est tout simplement une saison ratée, pendant laquelle le coach qui avait débuté la saison, Ole Gunnar Solskjaer, s'est fait évincer, s'est vu remplacer un intérimaire avec la personne de Ralf Rangnick, qui finalement avait pas du tout l'air d'être un coach, et il faisait pas de voilà, et le vestiaire se délitait complètement. Il y a même eu des infos confutées. C'est juste une saison tragique côté Manchester United, à surtout ne pas revivre. Pour un supporter, c'est vraiment très mauvais, il faut aller consulter carrément, parce que vraiment voilà, on perd quasiment l'amour du sport. C'était affreux. On va maintenant passer au top de la saison, parce qu'il y en a quand même eu, faut pas exagérer. Il y a quand même eu des tops, même s'il faut les chercher. Voilà, donc si on revient sur le positif de la saison, ce qu'on dégage en premier, c'est les prestations de haut vol de Monsieur David De Gea, qui a retrouvé enfin de sa splendeur. La saison passée, il nous avait un petit peu écœuré, il prenait des buts à la con, ça lui ressemblait plus. On avait l'impression vraiment que c'était un petit peu dans le prolongement de la Coupe du Monde 2018, où il s'était craqué, on laissait passer le ballon, passer sous les jambes. Enfin, c'était vraiment, on sentait un manque de confiance, presque une perte de motivation presque. Alors c'est pareil, il y avait des rumeurs qui tournaient dans la presse, qui l'envoyaient sur le départ. Finalement, il est resté. Cette saison, David De Gea, c'était le patron, clairement. Élu joueur de l'année par Manchester United. Ce qui n'est pas rien quand on est quand même une saison dans laquelle Monsieur Cristiano Ronaldo revenait. C'est vraiment le signe que le gars a été omniprésent, et il n'y a rien à redire, vraiment. Si on traduit ça en chiffres, David De Gea était quand même 5e meilleur gardien en Première Ligue en termes d'arrêts réalisés par match. C'est vraiment un indice vraiment à prendre en compte, et très utile, de façon très utile, à l'heure de jauger la saison d'un gardien de but, puisque ça permet de se rendre compte non seulement de son activité, mais en même temps de sa sollicitation. Parce que voilà, si on le juge seulement sur les buts encaissés, c'est révélateur en partie. En revanche, si on compare à certains gardiens dont la défense et dont les buts encaissés de façon collective sont très faibles, on pense notamment à Ederson du côté de Manchester City. Ederson qui prend très peu de buts. En revanche, en termes d'impact qu'il peut avoir sur les résultats de l'équipe, c'est pas forcément significatif, parce que lui, pour le coup, en termes d'arrêt par match, il va être vraiment dans le bas du classement. Pour autant, c'est un gardien correct, mais voilà, la saison de David De Gea, elle est juste monstrueuse, et c'est clairement le rayon, on va dire, le rayon qui transperce le ciel nuageux de la saison de Manchester United. En deuxième top, forcément, enfin je dis forcément, ça aurait pu être raté, finalement ça a plutôt bien marché. Cristiano Ronaldo, qui fait vraiment une saison plus que correcte avec Manchester United. Une 3e place au classement des buteurs, 18 buts marqués, soit à peu près un tiers grosso modo des buts de l'équipe, ce qui est absolument énorme. Et sachant, voilà, il faut bien noter par rapport à ça qu'il a mis extrêmement peu de pénaltys. Les pénaltys, alors cette saison Manchester United n'a pas eu autant de pénaltys que les saisons passées. D'ailleurs, c'est un petit peu ce qui faisait scandale de temps en temps. Cette saison, Manchester United a eu très peu de pénaltys. Le tireur attitré, c'était Bruno Fernandes. Il a dégommé 2-3 pigeons dans la saison finalement. Et clairement, Cristiano Ronaldo là a vraiment assuré. C'est vraiment affirmé comme le patron de l'attaque de Manchester United. Il n'y avait pas grand chose à lui reprocher. Il a raté très peu de matchs. Voilà, il s'est maintenu bien en forme. Et pour un joueur de 37 ans qui potentiellement était vraiment attendu sur le déclin, il a fait une saison très correcte, parce que c'est pareil, il aurait pu finir la saison avec 7-8 buts seulement, et un petit peu l'affirmation ou la confirmation qu'on était sur finalement une pré-retraite à Manchester United, ce qui n'est pas le cas. Donc ça fait bien plaisir. Et la dernière bonne note qu'on peut noter, qu'on peut faire sur la saison de Manchester United, c'est celle que j'avais relevée, c'est la révélation Anthony Elanga, très jeune joueur de 20 ans, qui a fait ses premiers matchs, qui avait fait peut-être une ou deux apparitions la saison précédente en fin de saison,
qui là a fait un vrai impact cette saison et a commencé à éclore avec une vitesse de pointe absolument délirante. Un but notable en huitième de finale contre l'Atlético de Ligue des Champions et quand même 21 matchs joués en Champions League dans une équipe où en attaque on avait quand même Cristiano Ronaldo, Marcus Rashford, Jadon Sancho, également Juan Mata. Bon, ça commence à être un petit peu une momie en uniforme, mais quand même un joueur notable. Et en début de saison, Mason Greenwood, qui, on en reparlera sûrement un petit peu plus tard, qui s'est retrouvé en fait écarté de toute activité sportive pour avoir mis quelques coups de latte à une demoiselle. Ce que évidemment on condamne le plus fermement. Sans plus attendre, on va passer maintenant aux flops de la saison qui ont été extrêmement nombreux, malheureusement. On a du coup Harry Maguire pour commencer et plus globalement en fait toute la défense de Manchester United qui a été calamiteuse, qui était une vraie passoire. Dieu merci, De Gea était là pour faire des arrêts absolument monstrueux à chaque match. Sinon, l'addition aurait été bien plus corsée côté but encaissé. Et voilà, donc c'est vraiment Harry Maguire qui a été la risée pendant toute la saison sur les réseaux sociaux, ça n'a pas arrêté. On a montré des images de lui avec De Gea qui voulait même pas lui passer la balle quand il était ouvert. Lui qui fait des interventions complètement à côté de la plaque. Donc vraiment, c'était très très loin de ce qu'on peut attendre d'un joueur qu'on a payé 90 millions d'euros, clairement. Et faut qu'il se remette très très vite la tête à l'endroit parce que là, il y a un énorme besoin du coup en défense. Et à voir si le board est prêt à se séparer comme ça d'un joueur qui a été acheté aussi cher dès sa 3e, 4e saison. En tout cas, vraiment, ça n'a pas du tout été à la hauteur côté Harry Maguire. Deuxième, moi vraiment, le deuxième gros flop de la saison Manchester United, c'était vraiment le collectif. D'un point de vue de l'état d'esprit, c'était absolument tragique. Dans la presse, on avait même des anciens joueurs, sans les nommer, Monsieur Scholesy, qui a révélé qu'un joueur de Manchester United, sans le nommer, Monsieur Jailings, lui avait dit que le vestiaire était une vraie tragédie. Donc ça, c'est tellement rare, surtout dans un club où vraiment il y a des codes, tout est un petit peu aseptisé comme Manchester United, que de telles révélations comme ça soient faites. C'est le signe que l'entente entre les joueurs n'est vraiment pas là. On peut supposer que certains joueurs n'acceptaient pas la place qui leur était reléguée. Si on pense à Marcus Rashford qui jouait des bouts de match et on l'a senti vraiment traîner son spleen pendant toute la saison. Clairement, côté état d'esprit, ça n'allait pas du tout. Quand on repense à certains matchs également d'un point de vue vraiment bloc équipe et globalement esprit combatif, c'était tout le contraire. Voilà, on repense à des matchs comme celui de Anfield où Manchester United se prend une valise 4-0 mais sans jouer, voilà, sans l'image, sans même l'ombre d'une équipe compétitive. Et voilà, c'était absolument abominable. Un autre flop, voilà, on parlait des flops, les flops sont nombreux malheureusement. L'autre flop, je l'ai un petit peu introduit, c'est Marcus Rashford qui a vraiment été lamentable, qui n'était pas du tout l'homme qui nous a fait connaître les années précédentes, qui était vraiment lui un joueur très remuant sur le devant de l'attaque, à marquer des buts, vraiment à s'investir. Cette saison, si on regardait Marcus Rashford sur un terrain, on le voyait marcher et certainement pas se battre, ni même vraiment tirer dans le même sens que ses coéquipiers. Donc ça a été vraiment lui, il nous a vraiment énormément déçus. Cet été, il y a quelques rumeurs qui l'annoncent sur le départ. A priori, il devrait rester au club. Vraiment, il va falloir mettre un très très gros coup de cravache pour la saison prochaine pour Marcus, pour vraiment... nous rappeler qui il était. Il y a pas plus tard qu'il y a 2 ans,
certaines études, voilà, le propulser comme un des joueurs à la valeur marchande la plus importante sur le marché international, estimé à plus de 100 millions d'euros. Aujourd'hui, Marcus Rashford, sa valeur, elle a complètement dégringolé. Sa cote, elle s'est évaporée voilà, il a joué effectivement moins de matchs que la saison passée. Il a joué 12 matchs en moins. En revanche, côté stats, c'est carrément voilà, c'est la débandade. Il a mis 4 buts en première ligue cette saison, 2 passes décisives. Ça fait 7 buts de moins que la saison passée, 7 passes décisives de moins que la saison passée. C'est clairement, voilà, c'est pas les standings d'un attaquant titulaire à Manchester United. Et d'autant plus, voilà, il souffre énormément la comparaison par rapport à ses prestations passées. Et voilà, on l'avait un petit peu, comment dire, présenté juste avant dans une rubrique précédente. Le vestiaire également, on parlait tout à l'heure de l'esprit combatif, l'esprit, la mentalité des joueurs sur le terrain. Voilà, on a les révélations de Paul Scholes ont confirmé que dans le vestiaire ça n'allait pas du tout. On voit les joueurs qui ne s'entendent pas sur le terrain et voilà, ça a été une cause fondamentale du désastre collectif de la saison de Manchester United. On va maintenant faire une petite projection sur la saison à venir, qui va être notre dernière rubrique de la vidéo. Ça va nous permettre un petit peu de voir voilà, qu'est-ce qui a commencé à être mis en place pour remédier aux problèmes qui ont été identifiés cette saison à Manchester United. Et dans un second temps également, voir un petit peu les perspectives d'amélioration, en faisant un petit focus sur le marché des transferts, les rumeurs mercato, et voir si tout ça peut converger vers, a priori, un nouvel élan pour l'équipe à venir. C'est parti. Donc pour ce qui est de la projection sur la saison à venir pour Manchester United, dans un premier temps, il faut s'intéresser au bouleversement de l'effectif, à savoir dans un premier temps les arrivées. Pour l'instant, il n'y a pas d'arrivée significative. Et les départs. De ce côté-là, c'est un petit peu plus agité. Côté départ, il y a eu des gros noms qui sont partis et qui quittent le vestiaire. On pense tout d'abord à Paul Pogba, voilà, qui représentait une partie de la masse salariale absolument démente. Qui s'est permis également dans son dernier documentaire sorti récemment sur une plateforme dont on ne citera pas le nom, qui s'est permis de dire que Manchester United ne lui avait pas proposé suffisamment de garanties et un contrat à la hauteur de ce qu'il attendait financièrement. Alors que Monsieur Paul Pogba, quand même, on vous rappellera que vous n'avez pas du tout été, un joueur à rayonnance européenne depuis votre retour en 2016. Quelques coups d'éclat, mais globalement une inconstance patente dans son jeu. Un manque de poids également dans le jeu de Manchester United. Et un désintérêt finalement pour les performances de l'équipe qui s'est fait sentir vraiment cette saison. Avec un joueur, un copain d'Anthony Martial à l'intermittence du spectacle. Donc, on a Monsieur Paul Pogba qui s'en va. Pour revenir sur quelques autres noms qui s'en vont. Jesse Lingard également quitte le navire. Après une demi-saison en prêt à West Ham qui avait été vraiment éblouissante. Il est revenu cette saison, ça n'a rien donné du tout. Voilà, il n'est pas non plus totalement responsable puisqu'il a joué seulement des bouts de match. Mais quand tu joues peu, c'est aussi sûrement que tu mérites de jouer peu. Nemanja Matic est parti également, Juan Mata, Lee Grant. Voilà quelques noms qui nous quittent cet été. Côté arrivée, c'est bien plus calme. Il y a quelques rumeurs qui font circuler le nom de Frankie de Jong à Manchester United. Bon, ça a été dans un premier temps annoncé très proche d'un accord entre le FC Barcelone et Manchester United. On part sur une opération qui avoisine les 80 millions d'euros, peut-être un petit peu au-dessus si on ajoute des bonus. Pas d'accord encore définitif, mais des discussions en cours affirmées et à suivre vraiment dans les prochaines semaines. Ce serait pas étonnant qu'on entende parler à nouveau de ce dossier. Il y a des représentants du club de Manchester United
qui ont raconté aux fans que Frenkie de Jong aurait déjà vidé son casier à la Masia, au centre de formation du FC Barcelone. Donc voilà, on peut s'attendre effectivement à des avancées de ce côté-là. Côté, sans parler de nouvelles signatures, on va avoir le retour de certains joueurs. Alors, Mason Greenwood, qui avait commencé la saison 2021-2022 vraiment en chapeau de roue, en roulant sur les défenses, en mettant des buts très importants, en confirmant vraiment son statut de nouvelle star, de nouveau visage de la Ligue. Finalement, s'est mis dans l'embarras après des premiers déboires en sélection avec son copain Phil Foden pour des histoires de demoiselles. A finalement confondu la tête de sa partenaire avec un ballon de foot. Et on peut imaginer que ça fait très mal et ça lui a valu une incarcération et un placement sous contrôle judiciaire qui l'a écarté du terrain toute la saison. La procédure est encore en cours. Est-ce qu'il va revenir? On ne le sait pas encore. Si jamais il revient, ce sera toujours un atout de plus pour l'attaque de Manchester United. Et autre joueur qui va revenir, ça va être monsieur James Garner, qui est également un jeune joueur, 21 ans, qui avait vraiment fait des superbes prestations chez les jeunes en moins de 23 ans. Joueur de milieu de terrain, très sérieux, très propre, qui a fait monter Nottingham Forest cette saison en Première Ligue. Donc c'est vraiment, il avait vraiment une saison complète, joué énormément de matchs, plus de 40 matchs joués en Championship, plusieurs buts, pas mal de passes décisives. Pour un jeune joueur, c'est potentiellement une individualité de plus à insérer dans l'effectif. Et ça va potentiellement se bousculer au milieu de terrain. Voilà, avec McTominay, Fred, potentiellement Frenkie de Jong s'il vient. Va y avoir de la concurrence et c'est ça aussi qui fait évoluer l'équipe vers les meilleurs auspices. Voilà, une dernière note de marque quand même pour la nouvelle saison, c'est la fin de l'intérim de Ralf Rangnick, qui d'ailleurs a renoncé à son rôle de consultant qui lui a été promis à la sortie de son intérim en tant que coach. Et voilà, donc on a le nouvel entraîneur qui arrive, monsieur Erik ten Hag, qui était l'entraîneur de l'Ajax d'Amsterdam, avec laquelle il a été champion cette saison. Vraiment un entraîneur a priori très sérieux, qui a justifié de plusieurs saisons avec l'Ajax d'Amsterdam, qui produit vraiment un très très beau football. Une demi-finale de Ligue des Champions, on s'en souvient, en 2019, avec, en sortant des très très gros noms, des gros cadres du foot européen, Real de Madrid, Juventus. Bon, ça s'est arrêté en demi-finale sur un coup d'éclat de Lucas Moura contre Tottenham. En revanche, on est sur un entraîneur qui propose du jeu, qui a clairement des ambitions affirmées et qui s'est déjà permis un petit peu de poser ses grosses couillasses sur la table auprès des joueurs en leur assurant que c'était terminé la cour de récré et que maintenant il n'y aurait plus un seul joueur qui serait au-dessus du club, que le patron c'était lui. On a annoncé qu'il avait envoyé un mail à tous les joueurs pour vraiment leur rappeler que ceux qui n'étaient pas disposés à s'investir pour le club seraient les bienvenus à partir et clairement ne seraient pas regrettés. Donc voilà, on a une saison qui se profile avec des grands changements. C'est jamais signe forcément d'une très grande sérénité et on ne peut pas forcément s'attendre à des miracles à Manchester United dans ces conditions-là. En tout cas, le club va connaître une nouvelle mue, une nouvelle métamorphose, peut-être au niveau de l'effectif également. En tout cas, en termes de vestiaire et d'état d'esprit, il va y avoir un grand coup de pied qui va être mis dans la fourmilière. Et on attend vraiment de Erik ten Hag qui remette les joueurs droits et qui nous propose quelque chose d'intéressant pour la saison prochaine. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez vraiment apprécié. En tout cas, moi c'est un vrai plaisir de lancer cette chaîne, Le Cuir. N'hésitez pas à partager autour de vous. Si vous avez trouvé ça intéressant, pertinent, ou que le format vous plaît, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si ça vous a plu, si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à mettre également le fameux pouce bleu,
à vous abonner si vous le désirez. Autrement, voilà, pour ceux qui ont trouvé ça pourri, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à mettre en commentaire vraiment ce que vous avez trouvé un petit peu négatif. Moi, je prends toutes les remarques, toutes les critiques et voilà, ça va me permettre un petit peu de moi aussi adapter mon contenu, adapter aussi mon discours à mon audience. Et également, vous avez le droit de mettre un pouce vers le bas si vraiment cette vidéo ne vous a pas plu du tout. Voilà, donc c'est la fin de cette première vidéo du cuir. À très bientôt pour de nouvelles vidéos et ciao, bonne soirée à tous.